Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de vous remercier de votre présence aujourd'hui, de remercier aussi la direction de Notre-Dame de Sion et son appel d'établissement, qui, comme depuis plusieurs années, nous accueille dans leurs locaux pour notre grand rendez-vous, notre matinée école inclusive. Je salue aussi également les personnes qui nous regardent via Facebook et je les remercie de s'être jointes à nous. Vous ne me connaissez peut-être pas encore, je suis donc Camille Pizot, élue à la commission ICF de l'Appel de Paris depuis septembre. Et j'ai l'honneur de reprendre les fonctions de Virginie Durin, qui est désormais notre présidente de l'Appel de Paris. L'ICF, c'est avant tout une équipe au service des familles. Une équipe soudée autour de projets communs, composée d'une permanente, Valérie, que vous avez vue, qui vous a accueilli, qui remplace donc Fabienne Vachette, qui est partie à la retraite après une vingtaine d'années au service de l'ICF, une retraite bien méritée. Et aussi des bénévoles, parents, qui participent et vous accompagnent tout au long de l'année. Thibaut, qui est en charge du pôle handicap, en relation avec la MDPH. Laure, Ludmilla, Françoise, Karine, Lourdes, Sabine et bien d'autres, qui sont en charge des formations ICF, des commissions d'appel, des BDIO, et qui œuvrent pour favoriser le bien-être des jeunes. Car il est essentiel pour nous d'assurer leur accueil en établissement scolaire et les accompagner au mieux dans leur projet de vie. C'est pour moi, comme chaque année, un grand plaisir de vous retrouver. Et c'est très chaleureusement que j'accueille ici chacun d'entre vous au nom de notre association, jeunes, parents, professionnels et associations et bénévoles. Cette matinée est un moment fort de l'ICF. C'est un moment de partage, d'échange, de rencontres autour d'objectifs communs où nous nous retrouvons pour nous permettre et favoriser la mise en lumière des différences, de toutes les différences. Je remercie très vivement les intervenants qui ont accepté de venir parler devant vous aujourd'hui de ces handicaps dits invisibles. Mais en fait, le plus souvent, ce sont des handicaps inconnus et incompris. Diane Cabois, oui, donc, qui est présidente de la CDAPH de Paris, vice-présidente de Dyspraxie France 10, Delphine de Hautecloque, qui est psychologue, clinicienne, psychothérapeute, et Françoise Martin, qui est coordinatrice de la CLIS de l'école Saint-Jean-Gabriel. J'accueille également avec grand plaisir les associations présentes, Dyspraxie France 10, Hyper Super TDAH, France, Avenir Dysphasique, France, Ikagai, Hypélepsie France, La Voix des Migraineux, la Fédération Française des Diabétiques, Endo France, la Fondation OCH, ainsi que le COREP. Mais aussi notre partenaire Yafoué, partenaire de l'Appel de Paris et national, dans le cadre de la mise en place d'une exposition que vous pourrez voir dans le jardin d'hiver, après cette conférence. Je voudrais encore une fois remercier et féliciter tous les bénévoles et que tout le monde ait bien conscience du travail et du temps qu'ils nous donnent. Les permanents et tous les intervenants, avec un remerciement tout particulier pour toute la partie technique et nos deux jeunes stagiaires, Alice et Pierre, qui œuvrent aux côtés de Valérie et qui ont pu permettre ce rendez-vous. Et n'oublions pas que la richesse se trouve dans la différence. Donc pour commencer cette matinée, nous allons écouter deux témoignages, deux paroles. Je vais demander aux deux jeunes lecteurs de venir. Il m'en manque un. Je ne le vois pas. Nicolas ? Il va venir. Donc, ce sont deux témoignages qui vont être lus sur ce qu'on peut rencontrer comme situation dans les établissements scolaires et ce qui se passe sur le terrain. Laisse la parole.
Donc, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais vous lire le premier témoignage. Alors, je suis épileptique. Je ne fais pas de convulsions et mes malaises sont très semblables à des absences ou encore à des malaises vagos. Ils ont commencé en classe de 3e. Pendant plus de 2 ans, j'ai dû faire de nombreux examens médicaux avant d'enfin comprendre ce qui m'arrivait et d'avoir un traitement adapté. C'est pesant de faire des malaises plusieurs fois par semaine. La culpabilité de perturber les cours, la honte de se faire remarquer, la charge de rattraper les cours par la suite. À cela se sont ajoutées les moqueries des autres élèves et le manque de compréhension de mes professeurs. On a décrété que ça passerait quand je serais plus grande et plus mature, comme si tout cela était juste dans ma tête et qu'il ne tenait qu'à moi pour que cela s'arrête. En effet, c'était dans ma tête, mais je n'avais aucune prise là-dessus. Lorsque je suis venue récupérer mon diplôme de bac, la seule remarque à laquelle j'ai eu droit a été « Oh, mais vous avez l'air bien mieux. Vous êtes guérie, c'est ça ?» J'ai juste répondu en souriant. Même avec des résultats médicaux écrits noir sur blanc, je n'avais pas été entendue. J'ai préféré ne pas perdre mon temps. La scène qui m'a le plus marquée et choquée s'est passée au cours de sport en terminale. Au programme, il y avait du 3 x 50 mètres. Je faisais systématiquement un malaise pendant ces cours. La prof de sport ainsi que la responsable de niveau m'ont prise à part pendant un cours, devant les autres élèves, et m'ont obligée à me faire dispenser de sport pour l'année et pour le bac. Ce que l'on m'a dit, on ne peut pas s'occuper de vous, il y a d'autres élèves, et je ne veux plus vous voir en cours de sport, c'est mieux pour tout le monde. Non, ce n'était pas mieux pour moi. Au lieu d'entendre pendant plusieurs années, ça passera quand vous serez plus grande, il faut faire de la sophrologie et de la méditation, c'est parce que vous êtes une jeune fille mince. J'aurais eu besoin que les adultes de mon lycée essaient de comprendre et qu'ils me disent tout simplement que je n'étais pas responsable. Bonjour à tous. En tant qu'amis, on veut pouvoir aider et être là quand l'autre ne va pas bien. Mais quand on ne sait pas vraiment ce qui se passe, ça devient rapidement compliqué. On peut dire qu'on sera là si la personne veut en parler ou se changer les idées, mais c'est tout. À partir du moment où l'on m'a expliqué ce qui se passait, j'ai été moi-même en mesure de l'expliquer aux autres qui ne comprenaient pas. Non, ça, ce n'est pas des malaises parce que ce qu'elle n'a pas mangé le matin. Je dois avouer que ça a été un soulagement pour moi. Mais pour moi-même, mais aussi pour mon ami. On pouvait en parler et surtout, je savais comment réagir pour me rendre utile. Quand ça n'allait pas, j'étais rassurant pour elle et pour moi. Autre gros point positif, je pouvais me faire intermédiaire auprès des pompiers. Je savais expliquer et mettre des mots, ce qui accélérait énormément le diagnostic. J'imagine bien que ça n'a pas été facile de m'en parler au début, mais après ça a été un grand soulagement pour nous deux. Je peux aider et ne pas me sentir démuni lorsque mon avis ne se sent pas bien. Merci beaucoup à nos deux lecteurs. Donc voilà, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est le témoignage de ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, je vais laisser la parole à Diane. Oui, c'est parfait. Voilà. Bonjour, donc je suis Diane Cabois, donc on m'a demandé de venir ce matin. Alors c'est par l'intermédiaire de la CDAPH, hein, c'est pas parce que je suis pas une salariée ni rien, ni une élue, je suis juste une association qui siège au sein de la CDAPH, comme plusieurs associations, et donc j'ai mon ami de l'appel qui est là aussi présent. Nous sommes plusieurs associations et je suis vice-présidente de la CDAPH, donc une petite expérience de plusieurs situations de handicap, dont des handicaps invisibles.
Et puis accessoirement, si je suis là, c'est parce que je suis dans une association. Je suis présidente de l'association Dyspraxie France 10 Paris et vice-présidente de l'association Dyspraxie France 10. Et puis je suis aussi à Hyper Super TDAH. Et puis je suis aussi à l'INSHEA. Enfin, je suis dans un certain nombre d'endroits. Et si je suis arrivée là, c'est comme beaucoup d'entre vous, c'est parce que je suis parent. Et je suis parent d'une jeune fille qui a aujourd'hui 28 ans. Et donc j'ai connu l'école publique, j'ai connu les dispositifs Ulysse, j'ai connu l'AESH, quelques heures jusqu'à 24 heures. J'ai connu l'apprentissage, donc voilà, public, privé. J'ai un petit peu tout fait, donc une petite expérience de l'école qui me sert aujourd'hui à accompagner et à aider les familles. Voilà. Si vous voulez bien, donc on m'a demandé d'introduire cette journée pour parler du handicap invisible. Donc pour parler du handicap invisible, la première chose, c'est effectivement de définir un petit peu ce que c'est que le handicap. Donc je vous ai mis à l'écran les deux définitions principales du handicap. La première, c'est la loi du 11 février 2005. Donc son article... Hop, non, pas encore. C'est peut-être moi qui ai raté le diaporama. Non, je sais pas. Voilà. Donc, constituer un handicap, blablabla. Mais ce qui est important, c'est en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive. Donc, il y a quand même une notion de durabilité. C'est pas quelque chose de passager qui passe justement à l'âge adulte. Ça, c'est toujours là. Il faut pas l'oublier. Et surtout, c'est plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, polyhandicap ou troubles de la santé invalidants. Donc voilà, ça c'est un petit peu les grandes familles de handicap et on verra que cette notion de famille, c'est un petit peu spécial. La notion de handicap par la CIDPH, la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui met un petit peu plus l'accent sur l'environnement. Parce qu'il y a un grand débat, est-ce qu'on parle des personnes handicapées, personnes avec un handicap, personnes en situation de handicap, ça fait beaucoup parler. Encore avant-hier, j'ai entendu quelqu'un en parler. Nous, association, on aime bien la situation de handicap. Pourquoi ? Parce que effectivement, on peut avoir une déficience, un trouble, etc. Mais il va être plus ou moins important selon l'environnement dans lequel on se trouve, parce que l'environnement n'est pas adapté. Moi, je donne souvent un exemple. Vous êtes dyslexique, vous êtes dans un lieu où il n'y a pas de lecture. Vous êtes en Papouasie ou je ne sais pas où il n'y a pas d'accès à la lecture. Vous n'êtes pas en situation de handicap, vous ne savez même pas que vous êtes dyslexique. Si vous êtes dans une société où beaucoup de choses passent par l'écrit et on vous demande toujours de passer par l'écrit, vous vous rendez compte que votre handicap, s'il n'y a pas d'adaptation, est forcément plus important. Donc il y a vraiment cette notion-là qui est extrêmement importante de l'adaptation, de l'environnement et qu'on appelle aussi souvent dans les deux piliers de la loi du 11 février 2005 qui sont l'accessibilité et la compensation. L'accessibilité, ça veut dire que l'environnement, on l'adapte, on le rend le plus accessible possible grâce à une conception universelle. Et puis, quand on est un petit peu au bout, on compense ce qui reste à faire. Mais il y a un vrai travail sur l'environnement. Et on l'a vu ces derniers temps, vous avez entendu, et c'est d'ailleurs le thème d'aujourd'hui, parler d'école inclusive, puisque c'est au lieu de dire c'est l'enfant qui doit faire ce qu'on lui dit comme les autres, etc., là on se retrouve sur une école qui doit s'adapter à chacun des enfants qui l'accueille. Donc ça, c'est la société inclusive. Alors, quand on parle des élèves en situation de handicap, c'est quoi ? Alors, je vous ai mis un petit peu les différentes choses qu'on peut avoir. Alors, je vous ai mis un ensemble vide parce que ceux-là, c'est ceux qui n'ont pas de plan, qui n'ont rien, mais qui savent qu'ils sont en situation de handicap ou qu'ils ne le savent pas. J'ai déjà vu ce matin quelques personnes qui se posent des questions pour leurs enfants. Il n'y a pas de diagnostic. On est en situation de handicap, mais on ne le sait pas encore. Donc ça, il y en a quand même un certain nombre. Et puis, il y a un certain nombre de plans, de projets, de protocoles qu'il peut y avoir à l'école pour les élèves en situation de handicap. Donc, il y a le projet personnalisé de réussite éducative qui, normalement, s'adresse à des enfants qui ont des difficultés scolaires. Donc, ce n'est pas des élèves en situation de handicap, normalement, puisque je vous ai dit que c'était durable. Sauf que il y a certains enfants, on ne sait pas encore que c'est durable, on ne sait pas exactement où on ne veut pas faire mieux, plus, donc on fait un PPRE. On a le plan d'accompagnement personnalisé. Le plan d'accompagnement personnalisé, il concerne des enfants qui ont des difficultés scolaires, conséquence d'un trouble des apprentissages. Donc ceux-là, c'est souvent tous les troubles du neurodéveloppement, les 10, etc., sont souvent là-dedans. Et alors pour avoir un PAP,
comme ça j'en profite un petit peu pour donner des indications. Pour faire un PEAP, il faut demander normalement à un médecin agréé de l'éducation nationale de reconnaître le trouble et de donner un avis favorable au PAP. Comme ça, ce PAP, il est officiel et il sera opposable après pour les demandes d'aménagement d'examen, parce que sinon on a des petits problèmes pour le privé. Ça, c'est le PAP. Le PPS. PPS, projet personnalisé de scolarisation, ce sont les enfants qui ont un dossier à la MDPH. Voilà. Donc là, je ne reviendrai pas là-dessus. Là, ceux-là, on sait qu'ils sont en situation de handicap. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai mis cette diapo, parce que très souvent, il y en a qui disent les élèves handicapés, c'est ceux-là. Non, ça n'est pas que ceux-là. Ceux-là, oui, ils ont une reconnaissance administrative de leur handicap. Et puis, il y a ceux qui ont un PAI, c'est le plan d'accueil individualisé. Alors ceux-là, ce sont souvent les enfants, ça se fait avec le médecin, et ce sont des enfants pour qui on va définir un protocole d'accueil à l'école. Et donc ce sont souvent des enfants qui ont une maladie. Donc on rentre, par exemple, l'épilepsie va rentrer dans les PAI. Quand vous avez un enfant qui a de l'asthme, on va rentrer dans le PAI quand on est allergique. Voilà. Et c'est qu'est-ce qu'on fait en cas d'incident. Et puis prochainement, tout ça, ça va être dans le livret de parcours inclusif qui va apparaître très très prochainement, dans les mois qui viennent, dans lequel c'est une application qui est développée actuellement, dans lequel on va retrouver tous ces plans. Non, je blague, pas ceux qui n'ont rien. Mais tous les autres, tous ceux qui ont des adaptations, ça va être l'endroit où on va mettre toutes les adaptations. Et comme ça, l'avantage, c'est que ça va se suivre d'une année sur l'autre. Je vais essayer d'accélérer parce que je sais que je suis très bavarde. Ça, je vous ai mis une diapo que j'avais fait pour expliquer justement les différents plans et vers quoi on devait aller. Voilà, c'est un truc que j'ai diffusé très largement, donc on peut passer, je l'ai déjà expliqué. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le handicap invisible ? Alors, comme je le disais, dans la loi de 2005, on parle des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu faire une diapo et je me suis dit, je vais aller chercher un peu les pictogrammes. Alors là, ça devient extrêmement compliqué parce que les pictogrammes, ils ne sont pas uniformisés. Alors, bien entendu, en général, le handicap, on vous met un fauteuil roulant, hein, qui montre bien que le handicap invisible, on n'y pense pas trop, on met d'abord le fauteuil roulant. Mais sinon, il y a plein de pictogrammes qui existent, et là j'en ai mis 4 ou 5, mais vous en avez à l'infini, parce qu'en plus, il y en a qui redéfinissent les leurs, et qui sont mal connus, mal identifiés, donc on ne sait pas là-dedans, de toute façon, on ne voit pas de handicap invisible. Il n'y a pas un logo handicap invisible. Alors, le handicap invisible, la première chose que je voudrais dire, ce n'est pas une famille de handicap. Je vous dis, il n'y a pas, ça c'est un handicap invisible. Le handicap invisible, il y en a partout. Et le degré d'invisibilité, il va dépendre de l'environnement. Parce qu'effectivement, il y a des environnements dans lesquels on va être plus en difficulté, où on va mettre plus en avant son handicap, ou parce que, je ne sais pas, moi par exemple, si vous avez un éclairage hyper flashy, bien entendu, une personne avec autisme va être très dérangée par l'éclairage, alors que si vous avez un éclairage assez neutre, c'est invisible, on verra peut-être moins l'autisme de la personne. Le degré d'invisibilité, il dépend aussi du regard de l'autre. Parce que, effectivement, ce que vous disiez pour commencer, si l'autre a une connaissance, une formation, il a été sensibilisé au handicap, il va peut-être plus facilement le repérer. Il sera moins visible parce que la personne voit les choses, peut commencer à les comprendre, parce qu'elle a de l'empathie aussi. Elle va mieux les comprendre si elle a tous ses moyens. Donc le handicap invisible, moi quand on parle, je sais, on dit toujours il y a 80% de handicap invisible. Ça ne veut pas dire grand-chose. Après, on est obligé de le dire pour rappeler qu'ils existent, parce que sinon on nous oublie. Mais c'est plutôt un handicap qui n'est pas bien perçu, qui n'est pas bien compris, mais c'est plus une interaction avec un environnement et avec l'autre. Ce n'est pas en soi que le handicap il est invisible. Alors la première chose, donc je voulais détailler un petit peu les réflexions que m'a amené cette notion de handicap invisible. La première chose que je voulais dire, c'est un handicap peut en cacher un autre. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples à chaque fois. Des personnes avec un handicap visible peuvent avoir un handicap invisible. Et c'est frustrant. Hop, ça bascule trop vite. Je sais pas, j'ai dû laisser de la transition. Des personnes avec un handicap visible, on va voir le handicap visible. Et puis après, on pense qu'on a tout compris.
Mais non, il y a tout ce qui est derrière. Et je vais vous donner l'exemple. Nous avons fait un colloque sur la dyspraxie et nous avons eu un témoignage d'un jeune qui avait une paralysie cérébrale, ou IMC. Donc c'est un jeune qui marchait très difficilement avec une canne ou en fauteuil roulant. Et il est venu se présenter à nous. Donc il vient sur scène avec son fauteuil roulant et il nous parle de sa vie de tous les jours. Et là, il explique à tout le monde à quel point il souffre dans sa vie professionnelle parce qu'il est dyspraxique aussi. Ça veut dire qu'il a du mal à se repérer, il a du mal à classer les choses, il a du mal à s'organiser, et que les gens, quand l'ascenseur est en panne, ils comprennent qu'il y a un problème. Mais si l'ascenseur marche, ils pensent qu'il n'y a plus aucun problème. Et donc, dans son quotidien, les gens se moquent de ce handicap finalement qu'ils ne voient pas, et par contre respectent complètement celui qui est bien visible. Un handicap peut être invisible alors que la déficience est visible. Alors là, ce que je voulais dire comme derrière ça, c'est pas forcément qu'il y a autre chose, mais c'est même la notion de handicap visible, on ne l'aperçoit pas forcément très bien. Et je voulais vous prendre l'exemple d'une personne aveugle. J'étais à une conférence avant-hier et il y avait un professeur d'université aveugle et on imagine ce que c'est de ne pas voir. Donc on peut penser qu'il faut éviter des obstacles, pas prévenus, etc. Mais on ne voit pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Et lui, par exemple, nous expliquait que lui, pour donner un cours, il faut absolument qu'il aille visiter la salle avant de donner un cours. Parce qu'il faut qu'il se rende compte où il va être positionné dans la salle, combien il va y avoir de rangs, comment les gens vont être. Sinon, il ne peut pas animer son cours s'il n'a pas repéré les lieux avant. Voilà. Moi, ça ne me venait pas à l'idée tout de suite de penser qu'une personne aveugle devait repérer les lieux avant d'intervenir. Donc même des personnes averties, on n'imagine pas toujours tout ce qui est derrière un type de handicap. Un autre exemple que je voulais vous donner, c'est la maladie. La maladie, il y a un certain nombre de choses que ça entraîne et on ne le sait pas forcément. Et là, je voulais vous donner l'exemple de la façon dont on traite les dossiers à la CDAPH. Quand on examine une situation à la CDAPH, alors c'est l'équipe pluridisciplinaire qui nous présente le dossier. Certains nous disent le nom de la maladie, d'autres ne nous le disent pas. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, ils nous parlent des répercussions sur cette personne-là. C'est-à-dire cette personne-là supporte bien le traitement ou ne le supporte pas bien. Cette personne-là a des risques d'hospitalisation ou pas. Cette personne-là peut sortir en pensant qu'elle est à l'abri ou au contraire se dire « je ne peux pas parce que c'est trop risqué actuellement de faire ceci ou de faire cela ». Donc on nous donne des éléments et en fonction d'une maladie ou d'une autre, on n'a pas, et de la personne ou d'une autre, on n'a pas la même réponse. On le sait tous, là on parle de vaccins, il y a des gens qui ne sentent même pas leur vaccin passer, il y en a d'autres qui ont eu des réactions à leur vaccin. On ne réagit pas tous les uns comme les autres, donc même là-dedans, on ne va pas tous réagir pareil. Et donc c'est vraiment pour nous important, en tout cas en tant que CDAPH, et quand on a une audition, la première chose qu'on fait, c'est de demander aux gens de parler d'eux-mêmes, de parler de leur vie, de leur parler de ce qu'ils ont envie de faire, de là où ils sont empêchés, quels sont les freins dans leur vie, comment on peut les aider. Ça, c'est extrêmement important et ça ne se voit pas a priori. Voilà un petit peu pour différents types de handicap qu'on ne voit pas forcément. Bien entendu, je vais poursuivre par les troubles du neurodéveloppement, parce que voilà, c'est un petit peu ma spécialisation, et que c'est quand même, quand on parle des handicaps invisibles, j'ai oublié, j'ai pas fait de slide sur le handicap psychique, je m'en excuse, parce que c'est aussi une grande famille importante des handicaps invisibles, donc j'en dis juste un mot. Le handicap psychique, c'est quelque chose qui est très, très incompris dans notre société. On le sait, quand il y a un accident, on remet en cause des diagnostics de psychiatres. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Est-ce que la personne, on aurait dû l'interner, pas l'interner, les responsabilités? On a peur du handicap psychique parce qu'on ne le connaît pas. Et on se fait des grandes idées, mais personne, à part si on est concerné, a vraiment une idée de ce que représente le handicap psychique pour la personne. Je pense aux troubles bipolaires, je pense à la schizophrénie, ce genre de choses. On en a une vague idée, mais on connaît extrêmement mal. Donc ça fait partie de la grande famille des handicaps invisibles. Et puis donc les troubles du neurodéveloppement. Donc là, je vous ai mis les troubles. Alors je vous ai mis en avant, bien entendu, la dyspraxie. Je ne me suis pas gênée au passage. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'un diagnostic, c'est pas non plus, ça ne vous donne pas la réponse.
C'est-à-dire que si je prends l'exemple de la dyspraxie, moi, quand je suis arrivée dans les associations, la première chose qui s'appelle aussi le trouble développemental de la coordination, la première chose que j'ai entendue, c'est qu'ils ont des problèmes visio-spatiaux, de repérage, d'organisation, etc. Mais ils sont vachement bons à l'oral. Ah, pas de chance, il y a aussi la dyspraxie verbale. Bon, moi j'avais une fille concernée, ben non, elle n'était pas meilleure à l'oral. Donc même dans une même famille, on a des répercussions très différentes. On a des jeunes qui ne feront jamais leur lacet. Il y en a qui l'ont fait sans problème. Il y en a qui ne feront jamais de vélo, d'autres sans problème. Donc on n'a pas deux profils pareils. Moi je connais un jeune qui joue au tennis. Et pourtant il y a une coordination main, regard, etc. C'est pas évident a priori pour un dyspraxique. Ben, il le voulait. Et il joue au tennis. Donc il n'y a pas d'interdit aussi. C'est un message important aussi en tant que parent. C'est pas parce qu'on a un diagnostic qu'il faut se dire que toutes les portes se ferment. D'autres, on a des filières toutes tracées en fonction du type de handicap. Non, il faut écouter son enfant. Chaque enfant est particulier, singulier. Et il n'y a pas de voie toute tracée pour lui. Il faut vraiment l'accompagner au quotidien avec ses forces, ses faiblesses, ses envies, ce qu'il a envie de faire aussi. Très important. Donc il faut vraiment pouvoir l'accompagner au jour le jour. Donc la dyspraxie, il n'y en a pas de pareil. Mais si on prend l'autisme, ça s'appelle le spectre de l'autisme. Hein. C'est pas pour rien. Je veux dire, entre deux personnes autistes, il n'y en a pas deux pareils non plus. Hein. Voilà, vous le savez, on a des personnes autistes qui sont non-verbales, et on a des personnes autistes de haut niveau. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a des points communs. Moi, c'est quelque chose qui m'avait frappé à une conférence. C'est les personnes autistes de haut niveau qui disaient, nous les personnes autistes, quand on parlait des personnes autistes non-verbales, ils se reconnaissaient comme étant de la même famille. Donc il y a quand même aussi un point fort. Donc il faut toujours faire jongler entre ce qu'on a en commun, tous les en commun, avec d'ailleurs d'autres types de handicap. Moi j'ai travaillé sur une mission PCH, prestation de compensation du handicap. On était autour de la table avec handicap psychique, les troubles du neurodéveloppement. Et on a travaillé ensemble pour voir quels pourraient être des critères pour pouvoir attribuer des PCH. Et on se rend compte qu'on a plein de choses en commun. Et quand on est en CDAPH aussi. Voilà un petit peu. Donc les troubles du neurodéveloppement, je vous les ai mis. Donc juste quand même pour les rappeler. Le trouble du spectre de l'autisme. Donc j'ai cité le trouble développemental de la coordination ou dyspraxie. Le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous voyez bien que déjà, par exemple, le TDAH... Si vous avez un TDAH avec une hyperactivité, ça se voit déjà un petit peu plus que quand il y a un trouble de l'attention sans hyperactivité. Ceux-là, on les oublie un petit peu. Les troubles des apprentissages, donc, dont la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie. Le trouble du développement intellectuel. Les troubles de la communication, donc, dont le développement du langage oral, les dysphasies. Et puis, il y a encore d'autres troubles. Par exemple, je pense à des enfants qui ont été... qui ont eu un alcoolisme fœtal, par exemple. Ils vont être dans ces autres troubles. Voilà, on retrouve ça sur le site de la HAS. Et puis, un dernier point aussi sur les handicaps invisibles. C'est pas pour rien que ça peut être invisible. On remarque aujourd'hui que les femmes sont beaucoup moins diagnostiquées que les hommes. Dans le champ de l'autisme, mais dans beaucoup du champ des troubles du neurodéveloppement, le TDAH, des dyspraxies autres, parce que dans notre société, enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail de pourquoi la femme est moins diagnostiquée, mais il se trouve que c'est le cas, et pourtant il est là aussi. Mais il est plus invisible chez la femme, parce que la femme a été plus invisible dans notre société. Voilà, je ne sais plus ce que j'ai derrière. Voilà. Ah oui, 2 slides juste sur l'importance de la communication pour les enfants, pour l'école. La première chose, donc je vous ai mis ce petit bonhomme là, coucou, comment il fait par rapport aux autres élèves. Ça, c'est extrêmement important. Et là, il faut trouver son mode de fonctionnement. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a des jeunes qui ont fait des diaporamas et qui demandent à l'enseignant, en début d'année, de pouvoir présenter aux autres élèves leurs troubles, expliquer. Parce qu'effectivement, sinon, ils ne vont pas forcément comprendre toutes les situations. Pourquoi j'ai un ordinateur ? Et toi, tu n'as pas d'ordinateur. Oui, je préférais moi aussi ne pas en avoir un. C'est pas voilà. Donc il faut voir comment on explique aux autres élèves selon l'âge. Est-ce que c'est une sensibilisation, par exemple, d'une association dans la classe ? Est-ce que c'est les parents qui le font ? Est-ce que c'est l'enseignant qui le fait ? Est-ce que c'est le jeune lui-même ? Ça, c'est à définir. Mais c'est un point important. Bien entendu, la communication avec les enseignants.
puisqu'il va falloir, en tant que parent, expliquer un petit peu comment c'est les répercussions justement du handicap qu'il ne peut pas inventer, même s'il est formé, avec le responsable de l'établissement. Il va y avoir des relations régulièrement parce qu'il va y avoir des soucis à des moments ou à un autre. Une ou un AESH quand l'élève a un AESH. Le médecin quand il y a notamment des aspects médicaux. Bref, il faut pouvoir communiquer avec tout le monde. Et donc, ce qui est important, c'est sur quoi est-ce qu'on va communiquer. Alors, il va y avoir les données générales. Donc, c'est deux choses, je finis vite. Les données générales qu'on va adapter, bien entendu, à son interlocuteur. Et puis, on va adapter en fonction de l'information pertinente. Est-ce qu'on a besoin de dire quelle est l'origine du handicap? Les antécédents? Non. Est-ce qu'on a besoin de dire le diagnostic? Ça dépend des diagnostics. Pas forcément. Ce qu'on a de toute façon besoin de dire, c'est les conséquences du handicap sur le comportement de l'enfant. Et alors c'est vrai que je parle plus des élèves, puisque j'interviens dans le cadre de l'appel. Mais voilà, quelles sont les conséquences du handicap de façon générale sur l'enfant? Il a du mal à se repérer, il a du mal à écrire, il faut adapter ce genre de choses. Donc des considérations très générales qu'on va adapter. Et donc, ce que je disais, par exemple, ce qui est médical, on peut en parler à l'infirmière scolaire, pas forcément à l'enseignant. On dit ce qu'il faut dire. Et puis, on a des données ponctuelles. Il va falloir communiquer aussi, puisqu'une fois qu'on a bien présenté quand même son enfant, il va falloir pouvoir aussi dire ce qui se passe un petit peu au jour le jour. Et là, je vais donner quelques exemples. Il va y avoir une crise. Dans le cas d'une maladie, il y a eu une crise importante la veille, qui fait qu'on n'a pas pu faire ses devoirs parce que l'enfant est épuisé, parce que ceci. Il faut pouvoir communiquer aussi sur ces moments, ces moments importants. L'enfant est fatigué, il a été perturbé parce qu'il y a eu quelque chose dans la famille. Il faut pouvoir le communiquer, c'est important. Je pense que la communication est un point extrêmement important de l'échange entre les familles et l'équipe éducative. Et après, le dernier point, ça va être de définir ensemble comment on organise cette communication. Il n'est pas question d'envoyer un SMS le dimanche à l'enseignant à 10h parce qu'il y a eu une crise. Non, on n'écrit pas un enseignant à 10h. Mais il faut voir comment on le fait. Donc ça, c'est propre à chacun. Certains vont pouvoir... on met en place un carnet de liaison. Voilà, et on met mais pas forcément le carnet de liaison de l'école, mais un petit carnet de liaison entre l'enseignant et la famille. On peut mettre en place, si l'enseignant préfère et la famille, un email ou un SMS, etc. Mais ce qu'il faut bien définir, c'est le périmètre de communication. Si on veut que ça fonctionne, ça veut dire qu'il ne faut pas être intrusif, il faut donner de l'information pertinente et nécessaire pour chacun. Voilà, je crois que ça, c'est un point extrêmement important pour respecter un petit peu les équilibres. Voilà un peu, je crois que c'était la dernière. Voilà. Donc voilà un petit peu en introduction. J'espère que ça vous allait. Puis après, on pourra discuter. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai un petit problème de voix, donc des fois, il y a des variations. Ce que je vous propose peut-être, c'est de garder vos questions, d'avancer un petit peu. On va laisser notre autre intervenante parler et on garde les questions peut-être pour la fin de la conférence, si ça vous convient. Donc maintenant, je voudrais que Delphine prenne la parole, là ou comme tu veux, si tu veux. Voilà. Donc Delphine est psychologue, clinicienne. Je vais la laisser se présenter. Elle va vous dire ça. Merci. On est bien? Oui. Donc, je suis Delphine Théautre-Cloc, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute à Paris en libéral auprès d'enfants et d'adolescents. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un trouble en particulier, le TDAH. Déjà parce qu'on y est de plus en plus confronté et ensuite parce que c'est le trouble que je rencontre le plus dans ma patientèle pardon, et sur lequel je me suis spécialisée. J'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes confronté de près ou de loin à ce trouble, peut-être, pour la plupart d'entre vous. Et si c'est le cas, vous savez combien c'est prenant, voire épuisant,
dans la gestion du quotidien. C'est vrai que ce trouble est de plus en plus employé, on en parle de plus en plus, et parfois il est utilisé à mauvais escient. Donc si j'ai choisi de vous le présenter aujourd'hui, voilà, c'est pour revenir sur plusieurs points, pour essayer de comprendre de quoi il est question. Donc j'ai choisi d'axer ma présentation selon 5 points. Donc dans un premier temps, je vais vous définir le trouble. Ensuite, je vais parler de... Voilà, c'est peut-être mieux. Ensuite, je vais vous parler de son expression à l'école et au sein de la famille. Je suis désolée, j'ai un peu un chat dans la gorge. Ensuite, je vais vous parler des difficultés rencontrées vis-à-vis de l'extérieur, la prise en charge psychologique, et je terminerai par une petite boîte à outils pour vous donner des éléments pour gérer le quotidien. Alors, le TDAH, qu'est-ce que c'est? Donc, Diane a un peu défini tout à l'heure. Donc, le TDAH, c'est un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, j'insiste bien sur le avec ou sans, parce qu'effectivement, c'est pas la même chose, c'est ce que Diane disait tout à l'heure. Quand on a de l'hyperactivité, ça se voit. Et quand il n'y a pas d'hyperactivité, voilà, c'est un trouble qui est vraiment plus invisible, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus de difficultés. Donc c'est un trouble neurodéveloppemental qui touche entre 2 à 5% d'âge scolaire. Ça fait à peu près un enfant par classe. Et il se définit principalement par un déficit attentionnel, de l'agitation ou de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Le TDAH a une altération significative du fonctionnement social et scolaire et ou professionnel plus tard. En général, le TDAH ne vient pas tout seul. Il a des troubles associés entre 65 et 90% des cas. Donc on peut retrouver d'autres troubles neurodéveloppementaux, donc les troubles des apprentissages, troubles du spectre autistique, mais aussi on peut retrouver un trouble de l'opposition avec provocation, le TOP, des troubles anxieux, un haut potentiel intellectuel, de la dépression ou des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Alors en général, le diagnostic se fait à partir de 6 ans, mais on peut retrouver quelques signes cliniques dès l'âge de 2 ans. Et je ne sais pas si dans la salle, il y a des parents d'enfants avec un TDAH, mais en général, moi, ce que j'observe, c'est que les parents disent qu'ils ont repéré très tôt des signes cliniques. Alors, quelle est son expression au sein de l'école et au sein de la famille ? Donc, le trouble TDAH a un retentissement dans 4 aspects. Donc, le premier, c'est l'aspect cognitif. Donc, on observe de l'inattention, une désorganisation, l'impulsivité et une mauvaise gestion du temps. Le deuxième aspect, c'est émotionnel. Donc, il y a une instabilité affective avec une dysrégulation, enfin mauvaise régulation des émotions, un seuil de tolérance à la frustration très faible et de l'impatience. Le troisième point, c'est social. On observe soit une désinhibition, donc c'est des enfants qui coupent la parole, qui n'attendent pas leur tour pour parler, qui prennent beaucoup de place avec les autres, ou alors un retrait social, et ça j'en parlerai tout à l'heure, notamment parce que comme ils sont en général mal perçus, ils peuvent se mettre en retrait. Le troisième aspect, c'est au niveau moteur. Alors là, ça dépend de s'il y a une hyperactivité ou s'il n'y en a pas, mais s'il y en a, c'est une agitation excessive, une hyperactivité motrice, et on peut avoir des difficultés de coordination motrice et des difficultés de graphisme. Quand il n'y a pas d'hyperactivité, effectivement, ça on l'observe moins. Il y a quand même un peu d'impulsivité et de l'inattention, mais il y a moins cette agitation. Ensuite, je voulais vous parler des difficultés rencontrées vis-à-vis des personnes extérieures. Parce que si on ne connaît pas le trouble, le retentissement dans ces 4 domaines peut amener à des interprétations hâtives qu'on entend souvent et qu'on lit souvent dans les bulletins de notes à l'école. Enfant bavard, ne fait pas d'efforts pour se concentrer, ne tient pas en place. Donc ça, c'est surtout à l'école. Et à la maison, avec l'entourage, on dit que souvent l'enfant est insolent, monté sur des ressorts, il est épuisant. Et on peut même dire que certains parents sont démissionnaires. Moi, dans ma pratique clinique, je rencontre souvent des familles qui s'isolent de leurs proches parce qu'elles ne veulent plus avoir à subir les réflexions des proches sur l'éducation, sur
la globalité du fonctionnement de l'enfant. Et à l'école, j'observe aussi beaucoup d'enfants qui changent d'école parce que la prise en charge est peu ou pas adaptée. Le regard des autres parents aussi à l'école est vraiment très dur, surtout si l'impulsivité et l'agitation provoquent des conflits avec les autres enfants. Donc c'est des enfants qui sont souvent pas ou peu invités aux anniversaires, ils sont souvent punis, et on parle beaucoup de ces enfants qui ont un trouble de l'attention, mais souvent pour parler que des choses négatives. On entend beaucoup dans la cour de récréation que l'enfant est stupide, paresseux ou même méchant. Moi, je dirais pour moi, un enfant TDAH, mais peut-être pour vous aussi, c'est de la créativité, de la curiosité, de l'empathie, de la passion et de l'enthousiasme. Et d'ailleurs, il faudrait le dire, il faudrait presque pouvoir expliquer à son enfant qu'il devrait se décrire comme ça pour pallier au regard négatif des autres. Pour la prise en charge, donc moi je vais parler de la prise en charge psychologique, mais en général il y a une prise en charge au niveau psychomoteur, orthophonique et en ergothérapie. Pour la prise en charge psychologique, moi je fais des thérapies comportementales et cognitives, donc c'est les thérapies qui sont le plus fréquemment recommandées dans la prise en charge du TDAH. Donc pour l'enfant, on met en place de la remédiation cognitive pour travailler les aspects dont on a parlé tout à l'heure. Et notamment parce que on fait un travail sur les fonctions exécutives, parce qu'il y a un déficit à ce niveau-là. Donc les fonctions exécutives, c'est anticipation, planification, mémorisation et organisation. Et on fait aussi un travail sur la gestion des émotions, parce qu'il y a une mauvaise régulation des émotions. Quand cela est nécessaire, on met une prise en charge médicamenteuse. Donc voilà, ça dépend du médecin qui suit l'enfant. Ça dépend aussi des parents, parce que certains parents ne souhaitent pas qu'il y ait une prise en charge médicamenteuse. Et pour les parents, on propose de la guidance parentale. Donc c'est un programme d'un psychiatre américain qui s'appelle le Dr Barclay, que je mets en place aussi dans ma pratique. L'objectif, c'est d'aider les parents à mieux gérer, déjà de mieux comprendre le fonctionnement de leur enfant, qu'est-ce qu'un TDAH, et aussi de rétablir l'harmonie familiale pour avoir une meilleure qualité de vie. Donc c'est un programme en 10 séances qu'on peut faire soit en individuel, soit en groupe. Ça dépend de l'urgence ou de la disponibilité des parents pour faire un groupe. Donc voilà pour la prise en charge. Ensuite, je voulais vous donner une petite boîte à outils, parce que souvent on est démunis quand on se retrouve à l'école ou à la maison avec un enfant qui a un trouble de l'attention. Je dirais que les mots d'ordre pour améliorer la qualité de la relation, ça serait la patience, la fermeté, la cohérence et la continuité. Dans tout ça, il y a des pièges à éviter. Souvent, quand on demande quelque chose à son enfant, on observe qu'il n'y a pas de réponse. Donc moi, je dirais que plutôt que de répéter sans cesse la même chose, je vous donnerai un conseil, c'est de reformuler. Parce que souvent, je vous donne un exemple, quand on dit à son enfant « va prendre ta douche », souvent, c'est pas bien compris pour l'enfant. Donc, on dit « va prendre ta douche ». 5 fois, 10 fois, l'enfant n'y va pas. Peut-être il vaut mieux reformuler, donc dire j'aimerais que tu ailles dans la salle de bain, que tu te déshabilles, que tu fasses couler l'eau et que tu rentres dans la douche. Voilà, c'est juste un petit exemple, mais souvent ça marche mieux que juste de demander quelque chose que l'enfant ne va pas forcément comprendre. Attention à votre niveau de stress et à votre niveau de fatigue. On est tous humains, on s'énerve tous, mais il faut vraiment faire attention à exclure les mots et les gestes blessants. Attention à rester cohérent dans la gestion du quotidien. Donc quand on demande quelque chose, ça doit... je vous donne un exemple, le brossage des dents, c'est pas effectivement ce soir t'es un peu énervé, donc c'est pas grave, le fais pas. Donc, parce que ça va vous mettre en difficulté. Donc vraiment très important de rester cohérent. Choisissez vos batailles. On ne peut pas tout régler en une journée, et surtout on ne peut pas être sur tous les fronts. Après une journée de travail, il y a peut-être d'autres enfants dans la fratrie. Donc focalisez-vous sur une demande et puis mettez tout en œuvre pour que cette demande soit effectuée. Petite chose aussi, les règles et les consignes doivent être simples, courtes et concrètes. Donc, typiquement, si vous demandez à votre enfant d'aller vous chercher des clés dans l'entrée, ne lui dites pas « est-ce que tu peux aller me chercher les clés ?» et puis ensuite, tu les mettras dans le sac et tu m'apporteras le sac. Parce qu'un enfant avec un trouble de l'attention, il va vous dire « après les clés, je fais quoi ?» Voilà.
Donc juste, on demande une seule chose à la fois et c'est court et concret. Le rôle des parents est vraiment primordial dans l'acquisition de l'autonomie de l'enfant. Moi, je propose souvent aux parents que je vois en thérapie d'utiliser un support visuel à la maison, mais on peut aussi le faire à l'école. Ce support visuel, il permet d'anticiper les réactions et de planifier les réactions à venir. Donc, il doit être ludique, placé à hauteur d'enfant à la maison, donc soit dans l'entrée, soit dans la salle de bain, soit dans la cuisine. À l'école, ça peut aussi être fait dans la classe. S'il y a d'autres enfants dans la fratrie, pour pas qu'il y ait de jalousie, on peut aussi le faire pour les frères et sœurs. Donc ce support visuel, ça peut être soit un emploi du temps par exemple, pour mieux se repérer dans le temps et anticiper les activités exceptionnelles. Donc par exemple, si il n'y a pas piscine, si jamais il y a un grand-parent qui vient goûter, etc. C'est anticipé, c'est planifié, et comme ça, il y a moins de place à une crise si jamais les choses n'étaient pas anticipées. Donc faire un emploi du temps. Moi, je trouve ce qui est bien, c'est au quotidien d'utiliser un chronomètre ou une horloge pour l'aider à mieux gérer, à mieux se gérer dans le temps et anticiper le temps qui passe. Ça vous aidera aussi, quand vous faites une demande, de pouvoir dire, voilà, là, tu es en train de jouer, dans 10 minutes, ça serait bien que tu ailles au bain. Donc on met le chronomètre pour que l'enfant puisse voir que dans 10 minutes, il y a le temps qui passe. Et au bout de 10 minutes, c'est l'heure d'y aller. Il y a aussi les fiches comment faire. Alors je trouve que c'est pas mal pour les activités répétitives du quotidien qui posent des difficultés. Donc par exemple le départ à l'école, la préparation du coucher ou les toilettes. Pour les toilettes, plutôt que de répéter 20 fois qu'il faut tirer la chasse d'eau, se laver les mains, peut-être mettre un visuel. Voilà, comment on fait quand on va aux toilettes? Tu soulèves la lunette si c'est un garçon, tu fais pipi, tu baisses la lunette, tu tires la chasse d'eau, tu te laves les mains. Voilà, ça vous évitera de le répéter 20 fois, au moins c'est affiché. Et au fur et à mesure du temps, ça deviendra une habitude et vous pourrez enlever les petites fiches. Pour aider l'enfant à s'approprier le support, vous pouvez mettre en scène son personnage préféré. Ça marche plutôt pas mal. Pour renforcer tout ça, il y a ce qu'on appelle le tableau à points. Peut-être que certains connaissent, parce que certaines demandes sont difficiles à mettre en place. Donc pour que ça devienne des habitudes, on va renforcer positivement les choses qui sont bien faites. Donc on met en place un système de points avec des récompenses à la clé, l'obtention des privilèges. Donc l'obtention des privilèges, ça peut être un petit temps spécial avec le parent, une lecture en plus, un livre, des cartes Pokémon. Enfin, bon, après, ça c'est à voir avec l'enfant, ce qui lui fait plaisir. Je dirais qu'en parlant du temps spécial avec votre enfant, je dirais que c'est vraiment un moment charnière. Et dans la guidance parentale, on en parle et c'est vraiment très très important de prendre du temps avec son enfant le soir, parce que on est toujours dans la gestion du quotidien. Faut faire les devoirs, faut aller se laver les dents, faut dîner, etc. Mais on prend pas le temps de jouer. Donc trouver une activité plaisante qui nous fasse plaisir aussi, pour laquelle on va se poser et on prend un petit temps, ça peut être 5-10 minutes, mais ça c'est vraiment essentiel. Autre petite chose, quand vous faites une demande à votre enfant, s'il est dispersé, s'il est en train de faire autre chose, je trouve que le stop, écoute, vas-y, marche plutôt pas mal. Donc vous lui faites une demande, vous lui demandez d'aller se brosser les dents, l'enfant est agité, vous lui dites stop, on se met à sa hauteur, on lui met éventuellement une main sur l'épaule, on lui dit je t'ai demandé d'aller te laver les dents, voilà, maintenant tu peux y aller. On focalise l'attention de son enfant et on s'assure qu'il nous a bien écouté. Ça marche plutôt pas mal. Après, évidemment, les exemples que je vous donne, le plus souvent, l'enfant va s'opposer. Donc là, il y a des petites choses aussi à mettre en place. Il peut y avoir le time-out quand le comportement devient ingérable, voire même dangereux. C'est important de pouvoir proposer à l'enfant un espace. Ça peut être dans sa chambre, ça peut être une chaise dans un couloir, ça peut être dans le salon. Un espace où il va pouvoir se calmer, s'apaiser avant de continuer à lui demander les choses. Donc ça peut être pas mal. Je terminerai sur l'importance pour vous, parents, de vous accorder du temps, un temps de pause.
pour recharger les batteries, parce que au quotidien, c'est pas toujours facile, et de prendre du recul sur les situations du quotidien. Donc un déjeuner avec une copine, 1 heure de sport, un restaurant en amoureux, voire même un week-end ou une semaine sans enfant, c'est encore mieux si on peut. Voilà. Faites-vous confiance, dites-vous que vous êtes le modèle de votre enfant, et du coup, si vous êtes bien, vous pourrez l'aider au mieux à surmonter ses difficultés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc en fait, des choses importantes, hein, la bienveillance, l'écoute, la communication, on voit tout ce qui ressort de ces deux interventions. Je vais donc, on fera les questions à la fin, comme je vous disais. Je vais laisser la parole à Françoise Martin, là-bas. Mais tu peux rester là si tu veux. Voilà. Donc je la laisse se présenter. Bonjour, vous m'entendez? C'est bon? Je m'appelle Françoise Martin, j'ai 45 ans d'enseignement derrière moi et j'ai été coordinatrice de l'ULIS de l'école Saint-Jean-Gabriel ex-Saint-Méry à Paris 4e jusqu'au mois de juillet 2021. En ayant réfléchi sur le thème qui nous réunit, je me suis rendu compte que j'ai toujours été attirée par ce que nous appelons ce jour l'invisible. Qu'allais-je découvrir chez mes élèves originaux qui me mettraient à l'ouvrage, au vrai travail de l'enseignante, passer de l'invisible au visible, de l'ombre à la lumière, du non-dit au dit, de la peur d'être différent à la joie de l'acceptation. J'ai commencé en maternelle grande section par choix. Cet attrait me venait de ma petite enfance, marquée par une maîtresse passionnée par son métier. Tout en étant dans une école catholique sous contrat avec l'État, j'ai été encouragée par un inspecteur de l'Éducation nationale à me lancer dans l'enseignement spécialisé parce qu'il me voyait lors de ses visites auprès d'enfants trisomiques ou autistes. Je faisais de l'inclusion sans le savoir, sans que ça me pose problème, sans qu'on en parle en fait. C'était naturel, c'était des enfants. Donc je suis devenue professeure des écoles spécialisées après une année de formation en 1989. J'ai eu comme proposition, après ce diplôme, l'opportunité de participer à la création de la première classe intégrée pour enfants autistes. C'était un projet parental. 3 familles revendiquaient le droit à l'école pour leurs enfants en s'appuyant sur les textes de loi à l'époque de 1975 et des circulaires de 1982 et 1983, prônant l'intégration scolaire et en retirant évidemment leurs enfants des hôpitaux de jour. C'est grâce à ces parents fondateurs que certains enfants avec autisme ont pu commencer à être scolarisés. Donc là, je vous parle de 1989. L'autisme en France, à cette époque, était considéré comme une maladie mentale et non comme un handicap. Ses parents revendiquaient la scolarisation en préconisant un programme éducatif américain, le programme Teach, que l'État de Caroline du Nord avait mis en place sous la direction d'Éric Schoepfler. Programme qui permettait de travailler d'une manière éducative la communication, la motricité globale, la motricité fine, la coordination oculo-manuelle, l'autonomie, les apprentissages fondamentaux. Ce qui était innovant également, c'est que tous les partenaires de l'enfant étaient impliqués et surtout les parents. Les parents étaient écoutés et entendus. Ces 3 familles, n'ayant pas eu de réponse positive de l'Éducation nationale, se sont adressées à la direction diocésaine de Paris et le directeur de l'école de Saint-Méry de l'époque a accepté cette ouverture dans son école qui s'inscrivait bien dans le projet saint-vincentien du groupe scolaire. Donc j'ai eu le bonheur de commencer avec ces 3 enfants une aventure incroyable. Je ne connaissais rien à l'autisme, ou pas grand-chose, mais je savais ce qu'était une classe maternelle au moins. Mes premiers élèves étant non-verbaux, je me suis mise à les observer et à leur proposer différentes activités développant les sens. Je faisais beaucoup de motricité, de sorties à l'extérieur pour apprendre dans la vraie vie les mots, le calcul, la lecture. Tout a commencé là, accueillir l'enfant là où il en est
et l'emmener vers demain ou comment un enfant handicapé peut avoir sa place à l'école. Rêve ou réalité? Travailler avec des enfants handicapés, parfois lourdement handicapés comme des enfants TSA, a donné un autre sens à ma vie d'enseignante et m'a permis d'affirmer également sur le plan professionnel mes convictions intimes de vie, que l'acceptation de l'autre, avec un grand A, comme autre, est une rencontre magique et passionnante. Si l'on arrive à faire comprendre ça autour de soi, ce qui relève de l'utopie peut devenir réalité. Et voici comment nous nous y prenons, même s'il s'agit d'un témoignage, je dis nous, parce que j'ai aussi appris à travailler en équipe. Je parle de stagiaires, de collègues des classes ordinaires, d'AESH, d'équipes éducatives élargies, dans la mesure où mes élèves étaient entourés par de nombreux professionnels. Alors la première étape, quand je rencontrais les parents et les enfants, c'était l'apprivoisement. C'est l'observation. Qui est cet enfant? Le sentir, le laisser se livrer, s'ouvrir à l'environnement, aux autres, lui proposer des activités scolaires ou éducatives sans difficulté pour comprendre ses stratégies. Il doit repartir un peu plus rassuré en fin de journée et revenir de plus en plus confiant le lendemain. C'est l'objectif premier et essentiel, se sentir bien dans sa rencontre avec l'autre, l'adulte, les camarades. C'est la confrontation des différences et de leur acceptation. Deuxième étape, la relation de confiance. Une réunion pour tous les partenaires concernés et en priorité les parents. J'insiste bien sur la priorité, c'était les parents. Chacun rend compte de ce qu'il sait de l'enfant, ce qu'il a pu observer, de là où il en est, de son parcours, de son évolution, de ses progrès. Si chaque avis est important, celui des parents est à comprendre en priorité. Prendre conscience de l'intensité de la souffrance des parents, savoir entendre leur combat depuis la naissance de l'enfant. Dans le domaine de l'autisme, leur parcours a été souvent surhandicapé par des professionnels ayant des attitudes rigides et culpabilisantes. Une phrase imaginée que je me permettais de prononcer quand je sentais les mamans proches mais anxieuses et qu'une certaine intimité pourrait aider. Maintenant, vous allez poser vos valises un temps. Soufflez, nous sommes là pour vous aider. Accordez-nous votre confiance pour avancer ensemble. C'est parfois plus ou moins long. Lâcher prise n'est pas si évident quand on a combattu pendant des années. C'est souvent aussi d'une grande aide que de s'imaginer être le parent et non plus le professionnel. Je me suis souvent mis à la place des parents quand j'étais en réunion. Essayer de sentir ce que j'aurais ressenti en tant que maman. Suite à cet échange de confiance, nous passons à l'état des lieux. Donc, troisième étape, l'état des lieux. Il est question alors des forces de l'enfant, ce sur quoi nous pouvons nous appuyer. Ce que l'enfant sait faire de manière autonome, ce qu'il aime faire, ce qui l'intéresse. Nous envisageons des objectifs à long terme et pointons le court terme en énonçant précisément la compétence qui sera travaillée pour améliorer son fonctionnement au quotidien, son insertion sociale, scolaire et familiale. C'est mesurable et observable par tous les partenaires de l'enfant. Mon expérience passée en maternelle m'aide à penser aux prérequis essentiels. Le projet est établi en ayant entendu les espérances des parents. Ils deviennent des parents d'élèves et nos partenaires pour un voyage au long cours. Et c'est une réelle aventure qui s'ouvre à nous avec des avancées étonnantes et des piétinements qui, loin d'être décourageants, devront nous obliger à changer de méthode, à comprendre le blocage, à redéfinir des objectifs plus simples, plus précis. Réfléchir sur la pertinence de ce que nous voulons communiquer oblige à rendre l'environnement plus clair et permet aux enfants d'être plus flexibles. Cela amène à la question du niveau de l'enfant. L'élève avec handicap progresse dans un milieu où tous les partenaires, y compris l'enfant quand c'est possible, ont anticipé sur l'avenir avec un peu de rêve, mais beaucoup de pragmatisme. Considérer l'enfant comme il est et l'emmener où c'est possible pour lui. Ne pas avoir peur des mots, ne rien nier du handicap. Cela permet d'avoir des enfants de niveaux très différents dans les classes. L'enseignant n'est pas seul, chaque partenaire a son rôle, chacun est une personne ressource, pas de problème de toute puissance ou d'impuissance. Tous régulièrement faisant le point et remédiant si besoin est. Quatrième étape, les apprentissages.
N'ayant pas de prétention à savoir mieux enseigner que d'autres, je me contenterai de vous transmettre ce que j'ai appris de formateurs belges appliquant des méthodes anglo-saxonnes. Le maître mot de ma pédagogie, c'est penser à la clarification. Cela se traduit dans ma pratique par une matérialisation fine et personnalisée des emplois du temps de chacun des enfants, adaptée à leur niveau visuel de compréhension. Il suffit simplement que l'enfant voie pour qu'il sache ce qu'on attend de lui. Ce qui est vrai pour les enfants autistes est vrai pour tous les autres enfants en général. L'adaptation de la présentation du matériel afin que l'enfant comprenne en voyant ce qui lui est demandé, c'est d'autant plus vrai pour la personne autiste qui est avant tout un penseur visuel. La différenciation spatiale des temps d'activité est importante. Le travail en apprentissage présenté par un adulte est fait sur une grande table. Le travail en autonomie, l'enfant est seul à son bureau et maîtrise l'activité qui a été antérieurement vue en apprentissage. L'activité loisir choisie par l'enfant et qui lui permet de faire une pause dans l'espace approprié. L'activité éducative travaillée avec un adulte, mais plus en situation. Nous avons constaté chez les enfants des progrès au niveau de l'autonomie et une diminution des troubles du comportement. Ce qui est très fiable pour les personnes autistes est aussi bénéfique pour toute autre personne. 5e étape, la socialisation. Nous ne pouvons pas nous permettre d'éviter l'inclusion d'enfants handicapés. Nous savons bien que l'école est un passage obligé pour une insertion progressive dans la société. Isoler quelqu'un ayant un déficit au niveau des relations sociales, n'est-ce pas le surhandicapé ? Donner à l'enfant des moyens d'apprendre et de se socialiser lui permet de se développer physiquement, affectivement, socialement. L'inclusion peut se faire dans les classes ordinaires selon le niveau des enfants. Toutefois, certains ont besoin d'un contexte plus adapté dans l'ULIS, mais où l'enfant peut être en interaction avec des enfants d'autres classes. Et le tutorat prend toute sa place. Le tutorat permet des apprentissages pour des élèves TSA, mais aussi des ébauches d'interaction sociale et de communication. Et il donne aux tuteurs l'occasion de connaître et d'accepter la différence, d'échanger avec les adultes lors de discussions sur le handicap, la tolérance. Cette action communautaire favorise la prise de responsabilité et le sens de la coopération. Les enfants tuteurs ne sont jamais seuls avec les élèves autistes. Ils sont toujours volontaires, ils savent qu'ils peuvent arrêter le tutorat, poser des questions quand ils le veulent. Le tuteur reçoit une information adaptée à son âge sur le handicap de l'autisme et les caractéristiques qui en découlent. Nous leur demandons par exemple d'apprendre à jouer à un jeu de société avec leur spontanéité d'enfant, mais nous leur apprenons aussi à observer la moindre réaction, le moindre coup d'œil, le moindre sourire de l'enfant qu'ils auront réussi à susciter. Ou nous leur demandons de participer à un atelier conversation qui permet aux élèves handicapés de converser avec des pairs sur des sujets de leur âge, la musique, la mode, les voyages, les chanteurs, le foot, des thèmes qu'ils choisissent entre eux. Parler de socialisation est un moment délicat dans une équipe. Il faut s'attendre à rencontrer parmi les collègues des classes ordinaires la diversité et la richesse de notre société. Savoir entendre les peurs, l'angoisse, les désirs de protection des autres élèves, démonter les clichés sur le handicap. Certains enseignants intègrent spontanément et cherchent à adapter la situation d'apprentissage autrement. D'autres sont plus réticents parce qu'ils pensent ne pas savoir faire. Chaque avis est respectable. Le temps fait souvent son œuvre. Mon rôle de coordinatrice était de rassurer, montrer qu'on ne cherche pas à transformer un élève avec autisme en neurotypique, mais de lui assurer une scolarisation apaisée à son niveau, avec des conditions nécessaires qui lui permettent d'avoir une meilleure régulation de ses émotions et par conséquent un accès aux apprentissages. Conclusion, l'école inclusive se doit d'être une réalité en s'entourant de personnes confiantes et combatives. Je terminerai en ayant une pensée pour ces enfants qui nous animent, nous relient et nous transmettent tellement de force, de courage et de combativité pour les représenter ou les défendre dans un monde où ils vivent encore trop d'injustices. Je ne dois pas non plus oublier de souligner que les personnes les plus adaptées pour nous aider à comprendre l'utilité de l'inclusion sont les personnes handicapées elles-mêmes. Car avant tout, elles sont des personnes aussi importantes que nous. Les écouter témoigner nous explique l'autisme vu de l'intérieur.
C'est poignant de vérité, alors sachons leur donner la parole. Ils ont beaucoup à nous apprendre.